te rappelles Montana? Monta quoi? Ah non, totalement inconnu au bataillon. Ok, tu te rappelles Sherlock Holmes? Parce que c'est quasiment la même chose. Sauf que le héros n'est pas Sherlock Holmes mais Indiana Jones. Et que c'est pas un chien, c'est un tigre. Et qu'il est pas anglais mais américain. Et... Quasiment la même chose, hein. Bon, ok, ça n'a strictement rien à voir. Mais entre le chara-design, la structure du trio principal, le type de méchant, la place importante des cascades et de la mécanique dans les épisodes, l'ambiance musicale et les décors, c'est impossible de ne pas penser à Sherlock Holmes. Rien d'étonnant à ça, l'auteur et réalisateur de Montana, Marco Pagotto, a également beaucoup travaillé sur Sherlock Holmes. Mais ce n'est pas forcément une bonne chose d'y penser, parce que Montana souffre de la comparaison. Oui bon, être moins bien que Sherlock Holmes n'a rien de déshonorant. En effet, mais le prestige de Sherlock Holmes fait paraître Montana bien pâle à côté. D'autant plus si on considère que Montana a été faite 10 ans plus tard. Et c'est dommage parce que si on fait abstraction de leur ressemblance, Montana est une série qui se défend. Peut-être pas aussi fine, aussi bien réalisée, aussi inventive que sa grande sœur, mais tout à fait plaisante dans l'absolu. C'est pour ça qu'elle a été oubliée? Aucune idée. Ou alors c'est parce qu'elle a été diffusée relativement peu de temps et sur Canal+. Quoi qu'il en soit, la série est devenue complètement introuvable en français. On trouve l'intégralité des épisodes sur internet, mais seulement en japonais non sous-titré. Bon, le fait est que chaque fois qu'on affirme ça, le truc introuvable devient trouvable partout entre le moment où on cherche et le moment où on l'affirme devant témoin. Donc si ça se trouve, le temps que cette vidéo soit en ligne, Montana Jones aura ressurgi des limbes et envahi tout internet. Et croyez-nous, même si ça nous fait passer pour de gros menteurs, rien ne nous fera plus plaisir. En ce qui nous concerne, nous n'avons pu mettre la main que sur 4 VHS contenant 3 épisodes chacune. Ce qui fait 12 épisodes sur les 52 qu'il y a en tout. C'est maigre, mais ça nous a paru être assez de matière pour se faire un avis sur la série en général, puisqu'elle n'est pas vraiment à suivre. Mais certaines de ces cassettes étant assez abîmées, vous excuserez la mauvaise qualité des extraits. Premier élément notable, les personnages sont tous des tigres. Des tigres, pas des chats comme vous le dirait Wikipédia. Des tigres de toutes les couleurs de surcroît, orange, blanc, violet. Deux tigres de la même famille, comme Montana et son cousin Alfred, ne sont pas obligés de se ressembler. Enfin, les tigres africains sont tous marrons. Non, c'est pas une convention graphique. Les tigres aux couleurs marrantes, eux, sont forcément caucasiens, ça rend les dialogues un peu incongrus. Il s'est rendu à la montagne sacrée et il est parti avec un ami. Un homme blanc? On parle de ce type-là, qui, à l'instar du cheval blanc d'Henri IV, n'est absolument pas blanc. Montana Jones est une série italo-japonaise. Ça se sent à son dynamisme. Si j'étais mauvaise langue, j'ajouterais que ça se sent aussi au fait que les scénaristes n'ont pas eu peur de faire du héros un gros macho, en se disant que du moment que la fille est débrouillarde, ça passera. Et d'ailleurs, ça passe. Mais comme tu n'es pas mauvaise langue, tu reconnaîtras que le machisme du héros, ainsi que sa roublardise et tous les autres travers de sa personnalité, sont en réalité la base de ce qui fait la recette Montana Jones. C'est pas un type sympa et on se retrouve quand même amené à avoir de la sympathie pour lui. Effectivement, et ce n'est pas à cause de la comparaison avec le méchant, qui est un méchant assez classique, quoique réussi, ou avec ses sidekicks qui font régulièrement preuve de plus grandes qualités humaines que lui, ça marche comme pour le personnage de Cartman dans South Park, en beaucoup moins caricatural bien sûr. Montana assume tellement d'être un parasite qui vit au crochet de sa tante et se sert du métier d'archéologue de son cousin pour échapper à ses corvées et aller parcourir le monde, que bon, au fond, pourquoi on lui en voudrait? Il est tellement décomplexé que ça en devient classe. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Montana Jones, donc, pilote d'avion sans situation, vit à Boston avec sa tante qui tient un restaurant et son cousin Alfred, archéologue, qui est le fils adoré de la tante en question. La tante fait bosser Montana dans son restaurant en échange du gîte et du couvert, mais à part ça, il n'a pas d'emploi. Par contre, il a un avion. Aussi, chaque fois que son cousin reçoit de la part de son mentor, le Dr Guérit, la consigne d'aller explorer tel ou tel site archéologique pour découvrir tel ou tel objet légendaire, Montana n'est que trop heureux d'échapper à la corvée de vaisselle pour servir de taxi à son cousin. Montana n'a jamais rencontré le Dr Guérit et ne s'intéresse à l'archéologie que dans la mesure où c'est un prétexte pour voyager autour du monde. Mais comme la découverte de trésors implique d'avoir des muscles et de l'initiative, deux compétences dont Alfred manque, la présence de Montana est indispensable à la réussite de la mission, autant ou plus que celle d'Alfred, ce qui fait que, par extension, le groupe constitué d'Alfred et de Montana est désigné sous le nom les élèves du Dr Guérit, même si Montana n'est absolument pas élève du professeur. Celui qui les désigne sous ce nom, c'est un tigre albinos répondant au doux nom de Lord Zero, un riche criminel dont l'ambition dans la vie est de posséder tous les artefacts rares et intéressants du monde entier. Sa stratégie pour mettre la main dessus consiste donc souvent à suivre à la trace les élèves du Dr Guérit pour essayer de leur piquer leur trouvaille sous le nez, ou mettre subtilement les élèves du Dr Guérit sur la trace de l'objet qu'ils cherchent ce jour-là et le leur piquer sous le nez. Mais il arrive des fois que ce soit par pur hasard que le Dr Guérit envoie ses élèves chercher pile l'objet que Lord Zero avait l'intention de voler ce jour-là. Ça arrive.
Mais des fois, Guérit choisit de lâcher ses élèves express sur la piste de Lord Zero pour lui piquer l'objet qu'il convoite sous le nez. Et puis, c'est pas si surprenant que ça quand un manuscrit est retrouvé ou un indice remis au goût du jour de voir tous les chasseurs de trésors en activité converger au même endroit. Au cours de leur pérégrination, Alfred et Montana rencontrent une riche héritière qui s'ennuie profondément dans sa vie trop confortable et ne trouve rien de plus distrayant à faire que de s'incruster dans leurs aventures. Comme elle est polyglotte, Montana et Alfred estiment que c'est plutôt à leur avantage de la garder avec eux. Melissa, car c'est son nom, se retrouve donc régulièrement à bosser pour eux, à l'œil, ou en échange d'un voyage en avion qu'elle aurait sans doute pu se payer sans problème sur une autre compagnie. Des fois c'est parce qu'elle est déjà avec eux au moment où Alfred reçoit le message du Dr Guérit, des fois elle est par hasard à l'endroit où ils sont censés chercher un trésor. Il faut dire que quand elle ne suit pas son père diplomate aux quatre coins du monde pour faire les boutiques et ne joue pas les interprètes pour un duo d'aventuriers fauchés, la demoiselle se distrait en écrivant des reportages pour le Boston Times. Donc là encore, c'est pas très étonnant de la retrouver là où un nouvel indice pour un nouveau trésor a été découvert. Mais de toute façon, il s'avérera qu'elle fait exprès d'être toujours au même endroit que les héros. Chut, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Mais ça, on l'a déjà dit. N'anticipons pas. On vous a dit qu'on estimait que 12 épisodes, c'était suffisant pour se faire une idée de la série. C'est parce qu'il y a peu de chances que les épisodes non retrouvés contiennent des éléments qui nous fassent changer d'avis du tout au tout sur les épisodes que nous avons retrouvés. La série n'est pas une série à suivre, c'est-à-dire que chaque épisode raconte l'aventure du jour et est indépendant des autres épisodes, ce qui fait qu'on peut les voir dans n'importe quel ordre. Enfin, presque, parce que contre toute attente, il y a malgré tout un épisode de début et un épisode de fin. On ne vous racontera pas cet épisode de fin. Pas que la chute, si on peut appeler ça comme ça, soit extraordinaire et inventive, de toute façon les personnages tombent déjà tout le temps dans les autres épisodes. Mais surtout parce que c'est tellement inattendu qu'une série pareille se paye le luxe d'avoir une chute, alors qu'il n'y en a pas besoin, qu'il vaut mieux vous la laisser découvrir par vous-même. Surtout qu'il s'agit d'un des épisodes sauvés de la disparition. C'est apparemment par pur hasard. Les cassettes regroupent les épisodes par continent où a lieu l'action et pas par numéro. D'ailleurs, pour info, le titre du dernier épisode c'est « Voyage en Afrique ». Défense de le regarder avant d'avoir vu tous ceux que vous aurez à disposition. Quant à l'épisode de début, il raconte la rencontre d'Alfred et Montana avec Melissa. À part ça, il commence un peu in media res. Montana loge chez sa tante depuis un moment, Alfred est élève du Dr Guérit depuis un moment, et Lord Zero sévit depuis un moment. La situation n'est pas très difficile à exposer, donc au final, seules les brèves présentations avec Lord Zero et les présentations plus longues avec Melissa permettent de situer cet épisode dans la chronologie. Ouais, enfin, sans avoir eu recours à un listing et malgré l'organisation non chronologique des cassettes, on a pu deviner quel épisode était le deuxième et quel épisode était le troisième grâce à de subtils détails donnés dans les dialogues ou à l'attitude des personnages entre eux. Ça prouve que le listing des épisodes correspond quand même à un ordre pensé comme chronologique par les auteurs. Vous vous en doutez en entendant le pitch, la série est plus humoristique que sérieuse. Bon, on va pas dire pour autant que l'humour est l'objectif principal, mais en tout cas, il est plus proéminent que dans Sherlock Holmes, si nous devons comparer. En fait, si on devait dire quel est l'intérêt de Montana par rapport à Sherlock Holmes, nous dirions que c'est ça. Partant d'éléments très similaires, Montana est plus délirante, à la faveur du contexte aventure aux quatre coins du monde qui permet d'aller plus loin dans le délire extravagant que les histoires de détectives. Ce qui est drôle, c'est surtout des cascades et des gamelles, série d'action oblige, mais il y a tout de même quelques choix de noms qui nous indiquent qu'on n'est pas dans une série qui se prend très au sérieux. Déjà appeler son héros Montana Jones, ou le pharaon dont on cherche la tombe Ryan en Camon, ce sont des signes qui ne trompent pas. L'autre signe qui ne trompe pas, c'est les gimmicks. Il y a énormément de gimmicks. Déjà, quand le Dr Guérit a une mission pour Alfred, il ne se déplace pas et il ne lui écrit pas de télégramme. Il lui envoie un disque. Ça encore c'est rien. Mais comme le Dr Guérit a le goût du dramatique, le disque est configuré pour s'autodétruire après usage. Non, Montana et Alfred ne sont pas des espions, mais Guérit ne veut pas que les infos qu'il leur donne tombent entre les mains de Lord Zero. Ou alors c'est parce qu'il trouve ça vraiment amusant. Quoi qu'il en soit, les disques du Dr Guérit explosent. C'est systématique. C'est même comme ça qu'on reconnaît qu'ils sont authentiques. Par contre, ce qui est curieux, c'est que si le disque est détruit d'une autre façon, il n'explosera pas. Ou plutôt, quand c'est un vrai mais qu'il n'explose pas, c'est qu'il sera détruit d'une autre façon. Comment diable est-ce que ça peut marcher? Ta gueule, c'est Montana. Un autre gimmick très récurrent concerne l'équipe des méchants. Lord Zero a à son service deux hommes de main un peu crétins, comme Moriarty dans Sherlock Holmes, Sim et Slam, et un ingénieur, ou un savant fou de comics, comme vous voudrez, appelé le Dr Nitro, qui fabrique pour chaque épisode une machine sophistiquée, en général en forme d'animal et rose, qui servira à Lord Zero de force de frappe au moment de voler à Montana et Alfred le fruit de leur recherche. Cette machine finira généralement détruite, comme vous vous en doutez. À ce moment-là, Lord Zero demandera à Nitro des explications, et celui-ci répondra systématiquement: J'aurais pu faire des ailes d'acier si vous aviez accepté d'augmenter mon budget raisonnablement. J'aurais obtenu les meilleurs résultats si vous m'aviez donné un plus grand budget. Si vous m'aviez accordé un peu plus de temps et un plus gros budget. Mais c'est comme toujours, il m'a manqué de temps et d'argent pour terminer. Des fois, la réplique n'est pas dite par Nitro lui-même, mais elle sera tout le temps dite, même quand il n'y a pas lieu.
Même quand la machine a parfaitement marché et que c'est juste Lord Zero qui l'a utilisée n'importe comment en la faisant passer par un tunnel trop petit pour elle. Aucun budget n'aurait pu éviter que ça tourne mal, là, franchement. Et là, la machine a parfaitement fonctionné, c'est bien ça le problème. Montana l'a volé en cours d'épisode et a du coup pu l'utiliser contre Lord Zero. À ce stade, heureusement qu'il n'y a pas eu plus de temps et de budget investi là-dedans, sinon Lord Zero s'en serait sorti à encore moins bon compte. Ta gueule, c'est Montana. Indépendamment de la gestion des gimmicks, il y a toujours un tas de petites incongruités dans les scénarios des épisodes qui prouvent que les auteurs se sont beaucoup amusés à les faire, mais n'ont pas forcément jugé bon de se relire pour être sûr que tous les détails collent. Ici, un ami du Dr Gerrit qui explore les fonds marins en bathyscaphe est enlevé par Lord Zero qui explorait les mêmes fonds marins à la recherche d'un trésor englouti. Il est dans son bathyscaphe quand il se fait enlever. Dépêchés sur place, les héros décident d'explorer le bateau du savant disparu et décident de continuer leur enquête sous l'eau en plongeant à l'aide du bathyscaphe qui est là à bord du bateau. Le savant avait donc 2 bathyscaphes, à moins que Lord Zero se soit embêté à aller remettre l'appareil dans le bateau de son otage histoire de faciliter le boulot des héros qui voudraient le sauver. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une incongruité spécialement frappante, et même quand on la remarque, c'est amusant de la relever, mais ça ne fait pas décrocher de l'action. Il n'y aura jamais rien de plus grave que ça. À part ce petit côté irréfléchi, l'aventure du jour est en général intéressante, racontée comme il faut, avec le rythme qu'il faut et les péripéties qu'il faut pour explorer de beaux décors et lâcher 2-3 informations éducatives en passant. Bon, est-ce que c'est pas un peu exagéré de parler d'informations éducatives? T'appelles ça comment, toi? Des informations factuelles sur l'histoire et les civilisations évoquées sont distillées dans les dialogues. C'est pas forcément des informations pointues ou recherchées, mais en tout cas c'est là, et ça l'est sûrement dans le but que le petit spectateur les retienne. C'est pas une série Il était une fois, mais chaque fois que ça a l'occasion de nous donner une leçon tout en nous amusant, ça le fait. Et puis il faut le reconnaître, les dessins animés d'aventure sans magie, il y en a peu, et une série sur la recherche de trésors oubliés était une bonne occasion de parler de malédictions ancestrales et de gardiens fantômes des cités disparues. Or la série ne le fait pas, les trésors ne sont au pire gardés que par des pièges dans les temples. Je suis porté à croire que si c'est une série sans magie, c'est parce qu'on n'a pas voulu mélanger les éléments réalistes sur les civilisations évoquées avec des éléments plus fantaisistes. C'est pas si sûr qu'il n'y a pas de magie. À un moment donné, Alfred fait ce qui ressemble beaucoup à un rêve prémonitoire. Ok, on peut décider que c'est un hasard, mais quand même. Et la technologie des pièges est peut-être un peu anachronique. Et puis, les pièges dans les pyramides, c'est pas une fable? Bah, j'ai cru comprendre que les vrais avaient quand même des faux cul-de-sac. Mais dans le cas des pièges, la partie éducative n'est pas là. Dans cet épisode-là, il y a une explication du fonctionnement du mécanisme, pour nous montrer comment on peut faire des dispositifs automatiques de ce genre avec les moyens de l'époque. Ça aussi, c'est un truc qui n'arrive jamais dans les séries de ce style. Très évasive cette explication. C'est si implicite que ce n'est compréhensible que par des adultes. C'est du sable. Je ne sais pas si c'est plus précis en VO, mais si le but est d'éduquer, c'est pas forcément réussi. N'empêche que très souvent, on nous montre très explicitement les mécanismes de déclenchement des pièges et d'ouverture des passages secrets. Je le répète encore une fois, mais c'est vraiment rare dans ce type de série. Est-ce que j'ai bien vu une trappe au sol? Personne ne fait ça dans la vraie vie! Ça peut être dû au fait que la série est japonaise et que les Japonais aiment bien détailler les objets. Les Européens dessinent déjà des décors plus jolis que les Américains, mais les animés japonais ont toujours ce souci du détail particulier pour le mobilier et les objets, et ils ne manquent jamais l'occasion d'animer les fontaines à bambou dans les jardins japonais. Et n'oublions pas que c'est en grande partie eux qui ont popularisé les histoires de robots géants et d'appareils qui s'assemblent pour former un engin plus gros. Je me souviens d'avoir lu un certain nombre d'articles disant que si les Japonais sont moins rétifs que les Occidentaux à l'idée d'avoir des robots de compagnie et plus enthousiastes vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est en partie dû à une considération particulière héritée du shintoïsme pour les choses inanimées. Dans leur vision du monde, il n'est pas incongru de voir l'objet comme une personne. Quand on parle de l'éducation des Japonais vis-à-vis de l'entretien des salles de classe, on a très nettement l'impression que l'idée sous-jacente n'est pas de laisser les lieux tels qu'on aimerait les trouver comme on le lit partout en France, mais de respecter le lieu lui-même en tant que tel. C'est très certainement en vertu de cette considération pour l'inanimé qu'on doit saluer le tatami quand on pratique les arts martiaux, et je ne serais pas étonné que le souci du détail des animés japonais pour ce qui est du mobilier ait quelque chose à voir avec cette philosophie. Ça c'est pour la partie japonaise. Vu que la série est aussi italienne, je m'attendais à ce qu'elle fasse la part belle à la romance. Et non, l'action et l'humour sont au centre. La série apparemment d'action qui fait la part belle à la romance, ce sera pour le mois prochain. La romance n'est pas absente dans Montana, mais... Bon, là pour le coup, je regrette qu'on n'ait pas pu voir plus d'épisodes. La relation entre Montana et Melissa évolue entre le premier et le dernier épisode, mais dans les 12 épisodes rescapés, ça se manifeste de façon subtile, au détour des dialogues. Allez savoir s'il y a quelque chose de plus concret dans les épisodes disparus. En tout cas, dans l'épisode de fin, on ne nous dit pas explicitement où ils en sont, ils semblent avoir admis l'un et l'autre qu'ils ont de tendres sentiments l'un pour l'autre, et les autres personnages en font la remarque, mais ça continue à se manifester via un échange de piques qui tient plus du marivaudage façon les souris de l'espace que de la vérité fausse numéro 2. Ça, c'est la situation finale. Dans le reste des épisodes que nous avons, il y a d'abord une première phase où Melissa s'ennuie et s'incruste dans les aventures de Montana et Alfred pour s'amuser, sans arrière-pensée. Ensuite, une phase où elle s'intéresse à Montana et lui fait un rentre-dedans relativement subtil. À partir de là, la progression de l'intrigue romantique est difficile à déterminer juste sur base des interactions entre Montana et Melissa.
On relèvera des moments où Montana semble tellement indifférent aux avances de Melissa qu'il ne les remarque même pas. Ça arrive souvent dans les shonen. Et des moments où il y répond par des vacheries histoire de bien lui montrer qu'il n'est pas intéressé, ou du moins de l'en convaincre, voire de s'en convaincre lui-même. Les indices qui pourraient donner à croire que ses sentiments évoluent sont assez rares dans les épisodes que nous possédons. En fait, de mémoire, je peux en citer 2. Une fois, alors que nos héros tombent sur un texte à traduire, Montana manifeste son regret de ne pas avoir pris Melissa avec lui puisque c'est dans ses cordes. Et quand elle arrive pour traduire le texte en question, manifeste sa joie de la voir. Ce n'est franchement pas significatif. Et une fois où il ne peut pas s'empêcher d'avoir l'air impressionné par la superbe tenue de danseuse de flamenco qu'elle vient de mettre, et se met à lui lancer des vacheries au sujet de ladite tenue pour se donner contenance. Un peu plus significatif, mais pas beaucoup plus. Je ne peux que supposer que si on regarde tous les épisodes et dans l'ordre, on remarque par des détails discrets que Montana est en train de tomber amoureux de Melissa, mais ne l'avouera jamais pour ne pas perdre la face, mais j'ai peu à me mettre sous la dent avec les épisodes que j'ai. Par contre, le résultat, c'est que pour cacher ses sentiments naissants, Montana fait énormément de blagues sexistes. Qu'est-ce qu'il fait là? Cet insecte va piquer ailleurs. S'il est là, c'est qu'il a été attiré par ton parfum. Oui, ça doit être une femelle insecte. Il faut être de sa famille pour aimer une odeur pareille. Ça encore ça va, ça a une justification scénaristique, et le personnage de Melissa est suffisamment débrouillard pour qu'il soit clair que c'est pas parce que Montana dit des trucs sexistes que les auteurs pensent des trucs sexistes. Ce qui serait plus problématique, c'est la représentation des Chinois dans Chinatown. Quoi? Ce sont eux les élèves du professeur Garrick? Ça devait déjà être daté à l'époque de la sortie de la série, ce genre de cliché. De façon générale, la série a tendance à appuyer les spécificités culturelles des endroits visités. Ça va avec le fait d'être une série qui veut faire voyager et explorer différentes ambiances. C'est pas malveillant, juste peut-être un peu naïf, en tout cas pour ce qui est des Chinois de Chinatown. Il y a d'ailleurs des fois où on a l'impression qu'une référence nous manque. C'est quoi le délire de Montana de refuser d'appeler l'enfant qui lui sert de guide par son nom et de l'appeler Charlie? Mais c'est trop tard, Charlie. Je m'appelle pas Charlie, je m'appelle Ahmed. Bah de toute façon, l'humour est parfois un peu douteux. Oh non, attention, vous allez tacher ma robe. Oh, c'est pas grave, t'as qu'à l'enlever, elle risquera rien, hein. Ces Italiens, ou ces Japonais, je sais pas qui me l'a mis du coup. Ça va, c'est quand même gentillet. Et puis Melissa est une grande fille qui sait remettre Montana à sa place, donc on s'inquiète pas trop pour elle quand elle reçoit ce genre de vanne. Melissa est une fille de caractère, une journaliste intelligente et active, mais c'est quand même une gosse de riche qui claque toute sa fortune dans des vêtements et des chaussures, change de toilette toutes les 5 minutes sans que ce soit justifié scénaristiquement dans l'épisode, aime le luxe et le confort, n'hésite pas à profiter du fait que son père est diplomate pour faire tout ce qu'elle veut, et aime bien jouer la nunuche, même si chaque fois qu'elle le fait, c'est quasiment toujours pour lâcher la remarque intelligente à laquelle les héros n'ont pas pensé. Bref, on ne s'inquiète pas pour elle, mais Dieu sait pourquoi elle se donne quand même des faux airs de fille à papa un peu conne, incapable de se débrouiller sur le terrain. On va supposer que c'est pour attirer l'attention de Montana. Du coup, l'attitude macho de Montana, qui est probablement tout aussi factice que la nunucherie de Melissa, est d'autant moins antipathique qu'effectivement, se mettre en tenue de flamenco pour aller chercher des trésors, c'est pas très approprié. Ce qui empêche Montana d'être antipathique, c'est aussi qu'il assume tellement d'être ce qu'il est que ça en devient réellement drôle. Il profite abusivement de la générosité de sa tante et on en rit. Il vanne la fille qui le drague et on en rit. Comme je disais, c'est loin d'être aussi extrême qu'avec Cartman dans South Park, mais c'est en gros la même recette. Pas complètement. Ce qui fait que ça marche avec Montana, c'est d'une part que tout branleur, escroc, parasite et tête brûlée qu'il soit, il est quand même toujours l'homme de la situation. Ses compagnons lui apportent les informations bibliographiques et linguistiques dont il a besoin, mais c'est toujours son esprit d'initiative et sa force physique qui ouvrent le chemin vers le trésor et mettent en échec Lord Zero. D'autre part, ce qu'il fait de blâmable n'est pas vraiment dommageable. Le restaurant de la tante marche, même si Montana ne reste pas y faire la plonge à l'œil, et Melissa n'est pas plus peinée que ça par la rudesse de celui qu'elle aime. Elle n'est pas dupe sur le fait que c'est une façade. Ok, la conduite de Montana n'est pas dommageable pour sa tante et pour Melissa. Mais je suis pas sûre qu'on puisse en dire autant d'Alfred. Après tout, le pauvre Alfred, ce qu'il voudrait, c'est étudier tranquillou ses vieux manuscrits et ses vieux artefacts. Et à cause de son casse-cou de cousin qui est trop compétent pour la découverte de trésors oubliés, on l'envoie systématiquement sur des missions dangereuses. En outre, c'est lui le cerveau du groupe, mais son cousin le prend de haut parce qu'il est gros et peureux. Et si j'étais à sa place, la façon dont mon cousin vandalise de magnifiques sites me briserait le cœur. C'est bien ce que je pensais. Les Incas savaient comment fonctionne le système solaire finalement. Et je vais vous expliquer... Merci bonhomme, tu m'expliqueras ça plus tard. Il faut qu'on file d'ici. Vandale! Je ne vois pas Alfred s'y opposer beaucoup. Et franchement, il n'a pas à se plaindre. C'est grâce à l'aide de son cousin qu'il a une si bonne réputation dans le milieu et qu'on l'invite à étudier un manuscrit ancien très précieux. On ne le voit pas profiter de cet honneur, étant donné que cette fois-ci, le plan de Lord Zero a consisté à se faire passer pour Alfred pour aller étudier le manuscrit lui-même et s'emparer des informations qu'il contient. En fait, on ne voit jamais Alfred profiter d'aucun honneur.
Il n'est jamais que celui grâce à qui Montana a l'opportunité de faire autre chose que la plonge dans le restaurant de sa tante. Et tout est fait comme s'il n'était qu'un sidekick insignifiant. C'est marrant parce qu'il est grand? Allons, on reconnaît qu'au fond, Alfred n'a pas l'air si malheureux. Il a l'occasion d'étudier des objets qu'aucun autre archéologue n'a eu le luxe d'approcher avant lui. Ça doit bien valoir de laisser son cousin sous le feu des projecteurs. En plus, je sais pas combien il est payé pour cette recherche de trésors, mais ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui est payé, pas Montana. La question de leur rémunération n'est jamais abordée, en tout cas pas dans les épisodes que nous avons, mais il est effectivement assez clair que Montana est sans argent et pas Alfred, alors qu'Alfred n'a pas d'autre métier que ses recherches en archéologie. Il est plausible que lui aussi soit entretenu par sa mère et que celle-ci soit moins réticente à entretenir son fils que son neveu, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. On suppose quand même qu'il ne se fait pas volontairement d'argent sur le dos de son cousin. Au contraire de Montana, Alfred est un gentil garçon soucieux d'autrui, respectueux envers sa mère, dont il vante régulièrement les qualités de restauratrice, en particulier sa recette de spaghetti. La santé, la partie italienne de la série. Et il est réellement convaincu que les trésors archéologiques appartiennent au patrimoine mondial et ne doivent pas croupir dans le château d'un collectionneur véreux. Sa place, c'est dans un musée. En effet, le rôle de Lord Zero dans l'intrigue est d'abord et avant tout d'être un collectionneur. On suppose qu'il n'a pas gagné son immense fortune de manière honnête, et doit régner à la tête d'un empire du crime, et il a dû se faire connaître grâce à plusieurs coups d'éclat, mais vraiment, sa motivation dans la série, ce n'est pas de conquérir le monde grâce à un secret ancien, ce n'est pas d'accéder à l'immortalité grâce à un autre, c'est vraiment d'être le seul au monde à posséder tous les objets intéressants qui existent. Vaste programme. Juré, ce qu'il veut, c'est juste ça. Dans l'épisode où il explore les fonds marins, il découvre tellement de trésors que ça remplit des salles entières de son repère sous-marin, mais il s'obstine à vouloir retrouver une croix en particulier parce que c'est un vestige du passé. Du coup, on se demande ce qui lui vaut la fidélité de ses employés, parce que ce n'est visiblement pas l'appât du gain. Entre le fait qu'il s'obstine à chercher une croix au lieu de ramasser le trésor et la remarque du docteur Nitro comme quoi il n'est pas assez bien financé, c'est pas non plus la sympathie qu'il leur inspire, parce qu'en bon super vilain, il est franchement pas sympa avec eux. Ça doit surtout être parce qu'ils ont la flemme de chercher un autre employeur. Le docteur Nitro a l'air apathique, au point qu'on se demande souvent s'il est réellement un employé de Lord Zero et pas un otage contraint de travailler pour lui. La réplique sur le budget est là pour le démentir, mais quand même. Slim et Slam sont les classiques gorilles du grand méchant totalement crétin et sans fierté, donc ça n'a rien d'étonnant qu'ils obéissent aveuglément aux ordres de leur patron sans se demander quand est-ce que celui-ci arrêtera de courir après des objets rares qu'il a l'intention de garder pour lui et se relancera dans des activités rentables. Le docteur Nitro, c'est plus dur à comprendre. C'est un type intelligent, il a même inventé le téléphone portable avant l'heure puisque la série semble se passer dans les années 30, en tout cas si on se fie aux tenues de Melissa qui, on le suppose, est à la pointe de la mode. Pourquoi le docteur Nitro reste-t-il avec Lord Zero si celui-ci le paye si mal et ne le traite pas bien? Peut-être parce qu'aucun autre patron ne t'autorise à fabriquer des mécas chauves-souris géantes dans ton grenier, fût-ce à petit budget. Ou alors c'est juste que Lord Zero est tellement charismatique que même Nitro ne peut se soustraire à son autorité. Il faut dire qu'il a un sacré bon design. On ne peut pas s'empêcher de penser à Moriarty dans Sherlock Holmes. Le fait que son thème musical et celui de Moriarty se ressemblent aide aussi pas mal. Ah, pauvre inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Une imitation quasi parfaite. En parlant de l'ambiance musicale, il n'y a pas que le thème de Lord Zero qui fait penser à Sherlock Holmes. Le coup de la musique de générique très douce et très relaxante sur des scènes de pure action, ça y fait penser aussi. Incongruité du générique uniquement. Du générique français qui plus est. Le générique japonais et le générique italien sont différents. Différents du français et différents entre eux. De plus, dans les épisodes eux-mêmes, l'ambiance musicale est toujours appropriée à la situation. Bon, il y a bien une fois où Montana joue de l'harmonica en produisant un son d'accordéon, mais bon, c'est parce que c'est Montana, il est trop fort. Et sinon, pour rester sur l'ambiance sonore, la série a son lot de bruitage très japonais. Côté qualité technique, c'est sûr que c'est pas un Miyazaki, mais ça reste correct, malgré quelques animations bizarres. Et des choix étranges. Ici, par exemple, on n'a pas vu Slam se faire frapper par la poêle de Melissa, et le bruit du choc était couvert par le son de la cloche. Il faut être sacrément attentif pour comprendre que c'est ça qui s'est passé. Et c'est comme ça aussi en version japonaise, donc ce serait pas de la censure, mais un gag bizarre. Nous avons relevé parfois des incongruités qui pourraient s'expliquer par des modifications dues à la VF. Dans l'épisode de la poêle à frire, on nous énonce une énigme à résoudre, et le rapport entre l'énoncé et la solution trouvée par les héros nous échappe complètement. Est-ce que l'énigme a été mal traduite? Ça fait au final assez peu de choses à reprocher à cette série, relativement simple, et dans son concept et dans sa réalisation, mais qui distrait, et éduque peut-être un peu, tout en nous servant de l'action, de beaux décors, des personnages plaisants et de l'humour. Même si elle fait pâle figure à côté de Sherlock Holmes, elle n'en reste pas moins une série très agréable qui mérite qu'on s'en souvienne. Il y a des jours où tu es la fille d'un riche diplomate et il y a des jours où tu prétends être journaliste. Et tu seras assez célèbre pour aller aux quatre coins du monde aux frais de la princesse. Bon anniversaire, mon fils.
Tous nos amis troyens ont voulu le fêter avec toi. Brigade de secours, division 6. Bien, voici une interruption très agréable. Je rencontre enfin l'insaisissable Bruce Wayne. Ils étaient très en avance dans le domaine des mathématiques et de l'astronomie. Vous avez bien été des mineurs à une époque. Mon père est diplomate. Alors, au cours des voyages, j'ai eu l'occasion d'apprendre plus de 100 langues. À votre service, nous traquons et capturons et éliminons tous les spectres. Mais elles vont très bien, mes jambes. Je ne les sens pas du tout. J'ai trouvé cette boule de cristal dans un des placards de chez moi. Et je me suis tout de suite demandé ce que c'était. Les trésors de l'humanité font partie de la collection Zéro. Mon bon souvenir à guérir. Par exemple, quelqu'un qui serait tombé dans la potion magique quand il était petit. Je suis venu vous faire une proposition. Quittez ce vieux château plein de courants d'air et soyez mes hôtes. Oh, tout-puissant 7, j'ai entendu ton appel.